Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV. Aujourd'hui, je suis avec Emeric et Médoc comme d'habitude, mais aussi avec Ung et Sylvain Tastet. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. On va parler aujourd'hui en vrac et entre autres de Metroid Prime Federation Force, de Kingdom Come Deliverance, mais aussi et surtout de Zelda, qui est la raison pour laquelle on a réuni cette espèce de Triforce défectueuse. Bienvenue dans l'Hebdo JV. Bienvenue donc dans l'Hebdo JV, merci à tous d'être venus. Alors, vous connaissez un petit peu les trois, là, les deux ici et Ung. Sylvain, c'est la première fois qu'on te voit à l'antenne. C'est exact. Merci beaucoup d'être venu. Donc Sylvain Tastet, alias Oupi. Alias Oupi sur le podcast ZQSD. Et dans JV aussi, le c'est magazine. ça, Sylvain Tastet sur le magazine JV, qui est un magazine mensuel dont on est en numéro en ce moment. Voilà, sur les 30 ans de Zelda. Ce hasard est parfaitement fabuleux, qui sera encore en kiosque pendant quelques jours. Ouais, donc JV, pour présenter rapidement, on en avait parlé très brièvement à l'antenne quand Corentin, ton collègue, et Sophie étaient venus. Magazine mensuel, bimensuel, comment ça ? Un magazine mensuel qui est sorti depuis 2 ans et demi maintenant, on en est au numéro 27, qui essaie de traiter l'actu jeu vidéo avec un peu de recul et un ton un peu léger. J'espère qu'on y arrive. Ok, bah les lecteurs en jugeront. Ils ont déjà jugé. Jugé. On n'a pas coulé la boîte, donc je pense qu'ils ont déjà jugé. C'est plutôt bon signe. Effectivement. C'est plutôt bon signe, c'est ce qu'on se dit nous tous les jours aussi. Voilà, l'Hebdo JV, on commence toujours par faire un petit tour de l'actualité des 2 dernières semaines, malgré le nom Hebdo JV qui peut paraître trompeur. Effectivement. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec Emeric qui va nous parler de Metroid Prime Federation Force. Ouais. C'est un peu ton combat à toi, c'est ta bataille. C'est pas ton fils, mais c'est ta bataille. C'est ça. Et avant que tu nous en parles, on va regarder le trailer un petit peu qui a été diffusé dans le dernier Nintendo Direct pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Samus Aran's solitary war on the space pirates terminated their phase-on experiments on Metroids. But the galaxy is not at peace. Recognizing a need to combat the space pirate menace, the Galactic Federation launched Project Golem, a top-secret program to develop mechanized battle armor based on the technology in Samus Aran's power suit. The most elite members of the Galactic Marines were chosen and put through intense training to form what would become the Federation Force. Their first mission is to survey the 3-planet Bermuda system and reclaim an abandoned Federation outpost on the resource-rich planet Excelsior, which was devastated by a meteor crash 20 years ago, plunging it into an ice age. On Excelsior, all that stood in the way were mere ice hoppers. But then the team came face to face with a well-known threat they weren't expecting: space pirates. Now the only way to survive is to work as a team, to master their mechs, and to take down the space pirates against all odds. The mission isn't over yet. Ok, Metroid Prime Federation Force, t'as une relation un petit peu compliquée avec ce jeu-là. Vous vous souvenez un peu de ce jeu-là, Metroid Prime Federation Force, ou pas ? L'accueil qu'il a reçu à l'E3 dernier. Ah, c'était compliqué. C'était un petit peu compliqué, on avait l'impression que Nintendo avait carrément oublié le jeu, en fait on n'a quasiment plus parlé, ou même plus du tout parlé, je crois, depuis l'E3. Oui, c'est vrai. Et donc là, cette semaine, ce jeudi, il y a eu un Nintendo Direct, au cours duquel Nintendo a parlé de Metroid Prime Federation Force. Limite presque en s'excusant, d'abord, avant de sortir le trailer, en disant oui, c'est un jeu qui a eu, où les fans se posaient beaucoup de questions quand on a parlé à l'E3. Et donc, ils en ont parlé là.
Donc un peu après s'être excusé, donc je rappelle que c'est un spin-off de Metroid dans lequel on ne contrôlera pas Samus directement, on la contrôlera pas, peut-être qu'elle fera quelques apparitions dans le jeu, mais on la contrôlera pas, on contrôlera plutôt des soldats de la Fédération, donc la Fédération qui est une sorte d'armée qu'on a vue dans plusieurs jeux de Metroid, qui se battra contre... Qui est une force aussi, a Qui est priori. une force aussi, qui se battra contre les fameux pirates de l'espace. Oui. Donc c'est un jeu qui aura un droit à un solo, un petit peu comme Metroid Prime Hunters, qui était sorti sur DS, et dont il reprend un petit peu l'esthétique, même si c'est un peu plus, chibi, SD. En SD, ouais. SD plutôt. Il y aura aussi un multi, et c'est là que ça devient intéressant en fait, parce qu'ils ont du coup parlé pas mal du multi, qui sera un genre de RPG où on pourra jouer en coopération et chacun pourra jouer son propre rôle, c'est-à-dire en fonction de l'équipement que tu prendras, être soit un soutien, soit plutôt un attaquant, soit plutôt donc un tank. Donc ça peut être sympa franchement. Moi j'avoue que j'ai été le premier à être un petit peu déçu quand ils ont annoncé le jeu à sa sortie à l'E3. Parce que t'attendais un Metroid Prime. Ça fait quoi ? Ça fait 2007, je crois qu'on n'a pas eu de vrai Metroid Prime. Alors moi, c'est une série que j'adore. Donc j'attendais vraiment un Metroid. Et là, je trouvais que c'était un peu prendre la série, le mot de Metroid, le nom de Metroid, et coller au-dessus de ça un jeu assez basique. Mais finalement, en voyant les images, franchement, même si c'est pas très joli, ça peut être sympa en fait. Et j'ai envie d'y croire finalement. Mais par contre, je ne suis pas de l'avis je crois, de la majorité d'Internet qui s'est du coup acharné pas mal via les votes sur YouTube, sur le trailer qui a été diffusé juste après le Nintendo Direct de Metroid, qui a été, je crois, pas mal sali donc, de downvotes. Je crois que même qu'à l'heure où on parle maintenant, il y a Nintendo qui a carrément enlevé cette fonctionnalité sur le trailer YouTube. Donc censure. Ouais, censure. C'est ce censure, ouais, mais il avait reçu beaucoup mais je crois qu'ils avaient pas déjà fait... C'était pas déjà le cas à l'E3 pour la vidéo qui avait été mise juste après l'E3 où c'était le plus de votes négatifs qu'on n'avait jamais vu sur la vidéo de Nintendo. Sur YouTube. Non mais je crois que c'était la vidéo, enfin elle avait eu une majorité de votes négatifs, enfin tu sais, de pouces rouges. Les commentaires aussi, je crois qu'ils ont dû virer les commentaires aussi. Là on peut commenter, enfin là où on parle on peut commenter, mais tu peux voter, mais il n'y a pas marqué le nombre de la proportion entre pouces rouges et pouces verts. Donc voilà, il y a eu pas mal de haine, alors que finalement le jeu, son plus grand défaut finalement, c'est de s'appeler Metroid. Oui. Ouais, peut-être. Je sais pas si toujours. Ouais. Il s'appellerait pas Metroid, je pense qu'on n'en parlerait pas autant. Peut-être que même. Si ça s'appelait pas Metroid, il sortirait pas du tout. Et sur cette conclusion, ça c'est. Sur cette jolie conclusion, voilà, ça sera ma conclusion. D'accord, très bien. Vous, ça vous évoque quoi l'un comme l'autre, toi, Sylvain, par exemple, Metroid Je sais pas. Moi, c'est vrai que je pense que c'est un jeu qui aurait pas eu tant de lumière si ça s'appelait pas Metroid. C'est un jeu aussi qui n'a aucune autre raison d'exister, mis à part s'appeler Metroid. Donc, je sais pas. Il y a une période un peu compliquée comme ça. Moi, je rapproche un peu ça de Star Fox, qui aussi a pas exactement la faveur du public aujourd'hui. T'as l'impression que Nintendo ressort des vieilles licences des vieilles licences, disons, qui sont tombées un peu en désuétude, que forcément les fans attendent un truc incroyable. Et seulement le miracle, ça arrive pas tous les jours. Oui, d'accord. Voilà. Espérons qu'ils fassent pas ça avec Zelda, mais on en parlera de toute façon bientôt. Oui, ce serait pas mal. Toi, Mehdi, tu vas nous parler de Kingdom Come, donc le fameux créateur de Mega Upload, n'est-ce pas ? Ça vient de Brian. Ça vient de Brian, je lui pique parce que je l'ai trouvé très bien. De Kingdom Come Deliverance. Donc, voilà, exactement. Je parlais de ce jeu-là cette semaine parce que j'y ai joué il y a quelques jours. On va vite fait avant, on rappelle ce jeu de RPG médiéval. T'as tout ça ici, très bien, vas-y. T'inquiète pas, j'ai fait. Tu vois, les gens ils vont pas être perdus. Okay. Donc les gens de Warhorse Studios sont passés nous voir il y a quelques jours pour nous présenter le jeu. Pour rappel, Kingdom Come. C'est un projet qui a été kickstarté en janvier 2014. Warhorse Studio, donc des Tchèques, avait dans l'idée de faire un RPG Medfan, mais sans le fan, c'est-à-dire juste médiéval en fait, et idéalement basé sur des véritables events historiques, avec des personnages et des intrigues qui ont réellement existé. Quand ils avaient proposé ça à l'époque, tous les éditeurs qu'ils ont pu rencontrer on dit non, ou sinon sinon mets des dragons, mais autrement non, ça nous intéresse pas. Jusqu'à temps de rencontrer un investisseur, pas spécialement dans le jeu vidéo, si je dis pas de bêtises, qui leur a dit ok pourquoi pas, mais je veux d'abord savoir si ça intéresse des gens. Donc faites les crowdfunding, comme un move qui se fait de plus en plus, j'ai l'impression. Le jeu a rapporté plus d'1 million de livres sur Kickstarter.
et continue encore d'être financé sur le site du jeu, donc manifestement les gens sont Ah, intéressés. c'est ce principe de double financement participatif. Il n'y a plus de fin aux campagnes. C'est ça. Un style d'alpha funding. Ouais. Tu Bientôt il y vois. aura des post-funding où tu pourras continuer à donner des sous au jeu après l'avoir Pas acheté. idiot, ça. Et donc, mais manifestement, les gens sont intéressés et pour cause. Le jeu propose des features assez originales. Déjà, un système de combat au corps à corps qui se veut un peu plus réaliste. Voilà, tu choisis l'angle, t'attaques, tu pars, tu dois gérer ton endurance. Mais tout ça, c'est pas aussi smooth et rapide que dans un Elder Scroll, par exemple. C'est vraiment, bon, tu sens que c'est du combat médiéval. Qui n'est pourtant pas le, Et qui est pourtant le pas pinacle du voilà. rapide et Mais du bon, fluide, t'as des ouais. exécutions, des mises à mort qui sont un petit peu Oui. impressionnantes. Bon, là, t'as pas ça. D'accord. Et sur la partie RPG, un peu plus RPG, t'as tout un tas de skills que tu développes en les utilisant, façon Elder Scrolls, là pour le coup, mais aussi des dialogues et des choix qui pour le coup ont une véritable importance. Concrètement, la plupart des quêtes, si elles sont notées dans ton journal, bon ça y a pas de problème, elles te proposent pas de waypoint lumineux. Toi, comme peut le faire The Witcher ou des trucs comme ça, avec une distance à parcourir et tout, tu dois vraiment écouter ce que te raconte le PNJ. Donc ça va changer les habitudes de certains joueurs. Parce que moi-même, dans The Witcher, qui est excellemment bien écrit, bon ben au bout d'un moment, quand je vois à peu près ce qu'il me dit, ouais d'accord, vas-y. Bon ben là, il s'agira de pas zapper les dialogues, tu vois. Tu t'écoutes le PNJ, s'il dit par exemple, voilà, je crois que Pavel, il traîne du côté du moulin, mais que le soir. Et aussi, il a une gueule de con. Bah, à toi d'aller chercher un mec avec une gueule de con le soir à côté du moulin, toi. Et t'as possibilité de te planter. Chaque PNJ a des affinités avec toi et ça se ressent dans le village et du coup dans le royaume, à une échelle un peu plus grande. Dans un dialogue, par exemple, pour intimider, t'as des points de tchatch, évidemment, mais si tu te pointes, genre après un combat avec du sang sur ton équipement, sur ta lame et tout, bon ben voilà, t'auras plus de chances d'impressionner. D'accord. Donc ça c'est bien. D'une manière Ah, mais générale, c'est la technique du Captain Bravado. c'est ça, c'est la technique de Captain Bravado. D'une manière générale, les vêtements et les équipements que tu portes ont un gros impact sur la perception des gens, parce que la perception qu'ont Comme dans la les vraie gens de vie. toi. Comme dans la vraie vie. Non, mais c'est pour ça. Enfin bref, t'as plein de petites subtilités comme ça, de manière, on reviendra dessus plus en détail à l'occasion d'un reportage, Ouais. parce que j'ai pu discuter pas mal de temps avec eux. Juste, je rappelle que le jeu est prévu sur PS4, PC et Xbox One cette année a priori. D'accord. Toi, t'as pu y jouer, Sylvain, je crois. J'ai pu y jouer vite fait à la Gamescom cet été. Effectivement, ils ont un système de combat qui est... c'est tellement dur, putain. C'est vraiment... C'est terriblement réaliste. Et rien que le premier PNJ qui est là avec son épée de bois, le mec, il te marave la tête. Bah, Tu comprends même pas. Ah non, mais concrètement, quand t'as des situations genre 2 contre 1 ou 3 contre 1, tu cherches pas à comprendre, quoi. Tu vois, comme dans la vraie vie, à moins d'être l'épéiste et de sortir des bottes, tu vois, faire des passes, là, tu gagnes pas. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment cette volonté de rester dans le réalisme, quoi. Oui, c'est ça. C'est assez. Enfin, tu l'as dit, hein, le médiéval tout court, on le voit très rarement dans le jeu vidéo, et ça fait plaisir de voir ça. Surtout dans des jeux comme ça d'exploration très ouverts à la troisième personne, à la première personne, pardon, parce qu'à la limite dans des jeux de stratégie, des wargames, ou des trucs comme ça c'est plus vu. Attends, Dynasty Warriors. Ouais, Dynasty Warriors, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça m'avait échappé. Oui, Dynasty Warriors. lumière quand ils font des techniques. Il y a Ouais, mais c'est médiéval. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de. Après, lumière c'est- quand c'est ils font en des Chine. techniques. Non, mais oui, Tu n'importe veux quoi. pas de lumière quand Ouais, ils c'est font n'importe quoi. Oui, Ils ont inventé le feu d'artifice, ça je ne Quand dénigre deux pas. épées s'entrechoquent, ça peut faire des étincelles, peut-être, ça non? peut faire des étincelles. Voilà. c'est vrai. frapper hyper fort, je pense, mais ça doit être possible. C'est ça. Tu vois, avec le gras, tu sais, des victimes. On testera. On essaiera. Moi, je vais parler de Street Fighter V. C'est un petit peu moins réaliste. Je vais parler de Street Fighter V, on en a parlé très longuement dans le dernier Hebdo JV pendant 1h30. Mais là, donc, on l'avait dit dans le dernier Hebdo JV, la version de Street Fighter V qui nous est arrivée, présentée comme une version finale, est peut-être pas si finale que ça. Il manque plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont pas optimisés, tout ça. Et parmi ces petites lacunes, il y a une gestion du rage quit, ce qu'on appelle le rage quit, donc basiquement de quitter volontairement un match en ligne parce que c'est mal engagé, et ben une gestion du rage quit qui est complètement inexistante. Et c'est-à-dire que quand tu quittes un match volontairement dans Street Fighter V, il n'est pas considéré comme une défaite. C'est-à-dire que si tu avais une série de victoires jusqu'ici qui est comptabilisée dans le jeu, elle n'est pas interrompue, tu reprends ton match d'après, tu continues ta série de victoires, tu ne perds pas de points, ces points que tu amasses à force de combattre tout ça. Donc tu n'as
aucun inconvénient au fait de quitter un match. La personne aussi qui est en face de toi ne perd rien non plus. La personne, oui, voilà, personne ne perd rien, c'est comme si le match n'avait pas eu lieu. Donc, il n'en faut pas plus aux gens de la Terre entière pour se dire, du coup, dès que je sens que je vais perdre, je vais quitter le match, dans le doute. Dans le doute, je vais quitter le match. Et ça pourrit évidemment tout le jeu, c'est infâme. Il y a des gens qui font ça dès le premier round. Un premier round mal engagé, je le sens mal, je quitte. Déjà, c'est absolument pas shonen comme esprit. Ah non, C'est terrible, ouais. Donc c'est même pas CNN non plus, c'est pas manga comme esprit. c'est pas shoujo. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, aucun rapport avec le manga. Très mal choisi. Je commence c'est pas grave. Je commence à m'en rendre compte, ça n'a aucun rapport avec le manga. Mais donc voilà, c'est nul, ça pourrit le jeu. Et il faut évidemment gérer ça, c'est-à-dire il faut que le jeu lui-même prévoie des sanctions pour les joueurs qui quittent comme ça, que ce soit en faisant compter le match comme une défaite, tout simplement, ou en affichant ton pourcentage de déconnexion, ce que faisait Street Fighter 4, au passage, le premier Street Fighter 4. Donc c'est des solutions qui existent. Il y a aussi des jeux qui choisissent de réunir les rage quitters ensemble, en gros. Les gens qui ont des gros taux de déconnexion, ils se débrouillent pour que le matchmaking les mette ensemble et du coup, quittez tous vos matchs, vous jouerez jamais au jeu. Entre eux, ça va être des concours de qui va quitter les premiers. C'est ça, en fait. c'est ça. Non, je me suis fait rage quitter, c'est moi qui fais ça. C'est ça, d'habitude, c'est mon move. Donc voilà, il y a plein de manières de le faire. Capcom, qui a évidemment entendu toutes les plaintes qui étaient adressées, a trouvé une autre manière de le faire, c'est de dire ce que vous avez qu'à faire, vous les joueurs, c'est de dénoncer les gens qui le font. Vous capturez en vidéo avec le bouton share de la PS4 ou sur PC c'est un peu plus compliqué sur ordi, avec son téléphone portable, voilà. Et vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous le dites, vous dénoncez ces gens. Ce petit esprit de délation très français. Ouais. Tu vois, moi c'est un peu la particularité française. Ça j'aime bien. Donc l'exception culturelle, j'aime bien, voilà, Capcom se sentir proche un petit peu comme ça des considérations françaises. C'est ridicule. C'est ridicule pour ce côté un petit peu incitation à la délation qui est moche, mais aussi parce qu'en gros ça veut dire là on sait pas quoi faire quoi. Ouais. Non, mais c'est nul. Au-delà de ça, tu dénonces, mais après, ça change quoi concrètement? Non, mais ça change rien. Non, mais je sais pas. Oh la honte. C'est nul. C'est nul. Le mec peut pas être blacklisté ou quoi, tu vois. Donc c'est. Ils avaient les mécanismes, ils avaient les systèmes. Ils pouvaient faire comme Street 4. Bah oui. C'est idiot, ils sont idiots. C'est nul. En gros, ça veut dire, pour l'instant, on n'a pas de solution. Ouais, j'ose espérer qu'ils bossent sur une solution, mais en attendant, débrouillez-vous. Et ils font mine de toucher un petit truc sur la table qui les intéresse d'un coup soudain. Comme ça, on leur pose plus de questions. C'est assez ridicule, ouais. Et pour moi, j'en suis pas certain, mais pour moi, c'est juste une conséquence de plus de la sortie précipitée du jeu. C'est le netcode qui est assez différent de celui du 4 a priori, parce que déjà il a une manière complètement différente de gérer le lag. Là, tu as du rollback, alors que dans le 4 c'était des saccades, enfin des téléportations entre guillemets. Voilà, on sent qu'ils approchent le online différemment et ils ont peut-être pas pris le temps de bien gérer tout ça, quoi, de trouver une solution pour. C'est ça le pire, c'est que évidemment qu'ils y ont pensé, je pense, quand ils ont commencé à faire le jeu, c'est évident, c'est évident, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de. Ils se sont dit, ça va pas être la priorité, donc on fera ça plus tard. Quoi. Mais ils le savaient, ils n'ont pas oublié de le faire. Les modes solo n'étaient pas leur priorité, donc ils feront ça plus tard. Les modes, les personnages n'étaient pas leur priorité, donc ils ont fait ça plus tard. En revanche, faire un bon jeu n'était peut-être pas leur priorité. C'est vrai. En revanche, nous, diffuser des critiques, c'est notre priorité, donc on va regarder celle de Zelda Twilight Princess HD, c'est dur à dire, dès maintenant. Objectivement, 1998 était une belle année. Tandis que la France célébrait la victoire de son équipe nationale dans une quelconque Coupe du Monde, Valve révolutionnait le FPS en développant le premier épisode d'Half-Life. Série dont on n'a aujourd'hui pas encore vu la fin, en dépit de nombreux mèmes mathématiques. Nintendo, de son côté, révolutionnait le jeu d'aventure en sortant le tout premier Zelda en 3D, Ocarina of Time. Un titre tout simplement inoubliable qui a posé durablement les bases de tout un genre. Mais outre ses donjons, ses mécaniques novatrices et son monde semi-ouvert, Ocarina of Time avait une âme, il semblait vivant. Malgré ses personnages polygonés, ses textures baveuses et son brouillard épais, il nous donnait vraiment l'impression de prendre part à un univers immense et dans un sens crédible. Et donc, naturellement, on en a voulu plus.
Plus de ce Link adulte qui contrastait avec les gentils mais un peu niaises autres mascottes de Nintendo. Plus d'espace où l'on pourrait chevaucher Epona tout en testant sa dextérité à l'arc. Plus de cette ambiance sombre et étrange que d'aucuns aiment qualifier de mature. Alors quand, en 2000, à l'occasion du Nintendo Space World, l'éditeur a présenté 7 démos techniques, les journalistes, leurs lecteurs, leurs téléspectateurs, tout le monde a plus ou moins crié de joie. Bon, malheureusement, il ne s'agissait que d'une démo technique, destinée à montrer ce que la GameCube avait dans le ventre. Et il aura en fait fallu attendre 2007, soit 2 Zelda et une génération de consoles et demie, pour que sorte ce que l'on peut considérer comme le véritable successeur d'Ocarina of Time, dont voici aujourd'hui le relift en HD. Dans le petit village de Toll, un jeune homme, que l'on appellera Link, coule des jours paisibles et peu dangereux. Berger de son état, Link passe le plus clair de ses ennuyeuses journées à élever des chèvres et à s'occuper des plus petits, tel un Anakin ou Pascalou moyenâgeux. Humble paysan, Link n'en est pas moins brave et n'hésite pas à mettre sa vie en péril pour aider des femmes enceintes, tabasser des singes voleurs et partir à la rescousse des plus vulnérables, si nécessaire. Bref, la vie est plutôt cool, mais à plusieurs journées de marche de Toll, dans une Hyrule civilisée, une guerre silencieuse fait rage. Le royaume, attaqué par un mystérieux sorcier masqué, tombe petit à petit sous l'emprise du crépuscule, une dimension sapant toute lumière et transformant les êtres vivants en esprits. Et il fallait bien qu'un jour le conflit s'étende jusqu'au village. Après s'être fait attaquer par des orques, Link se retrouve ainsi piégé de l'autre côté du miroir, ce qui, pour une raison inconnue, le fait se transformer en loup. Il fait alors connaissance avec Midona, une habitante du crépuscule carrément classe, qui accepte de lui venir en aide, à condition que Link l'aide à mettre la main sur 3 reliques. Ouais, parce que dans un Zelda, il s'agit bien souvent de récupérer 3 objets au début du jeu. D'ailleurs, c'est officiel, depuis la parution du controversé Hyrule Historia, Twilight Princess se déroule après Ocarina of Time, alors que Ganondorf a été banni du royaume. Il existe donc des liens directs entre Ocarina of Time, Majora's Mask et Twilight Princess. Dans le jeu, ce n'est jamais dit clairement, mais supposé très fortement à travers les musiques et les dialogues, l'esprit du héros, le fantôme squelette qui apprend de nouvelles techniques à Link, serait en fait son ancêtre. Celui qui a véritablement sauvé Hyrule de l'apocalypse et soufflé dans l'Ocarina du Temps, il y a de cela un nombre indéfini de générations. Basé sur la version GameCube, celle où Link est gaucher, Twilight Princess HD conserve intactes les mécaniques du jeu d'origine. L'histoire se déroule donc quasi strictement de la même manière, mais le confort de jeu est différent. D'une part, les fastidieuses quêtes de perles de lumière sont un peu moins longues, et c'est un véritable soulagement. Et d'autre part, le gamepad peut afficher la carte ou bien l'inventaire, ce qui est, il faut l'avouer, très pratique pour se repérer ou changer d'objet à la volée. De même, l'écran tactile permet de passer d'une forme à une autre en un clic, alors qu'il fallait systématiquement parler avec Midona pour accomplir cette action auparavant. En dehors de ça, les changements sont assez artificiels. Quelques tampons pour le Miiverse à récolter, un nouveau mode de difficulté, quelques features assez bidons avec des amiibo permettant, entre autres, de récupérer de la vie ou d'avoir accès à un pseudo nouveau donjon. Ce n'est pas grand chose, mais rappelons qu'il s'agit d'un relift HD et non d'un remake, comme c'était le cas avec Majora's Mask 3D. Et à vrai dire, c'est vraiment dommage, puisqu'on aurait largement préféré une véritable refonte du jeu d'origine. Une nouvelle version corrigeant ses nombreux défauts et minimisant tous ces moments agaçants comme ses chevauchés très peu maniables, cette caméra qui peine à suivre Link dans les couloirs étroits, et surtout ses phases en loup d'un ennui mortel. Oui, il est vrai que le jeu est clairement plus beau. Déjà très avenant à sa sortie en 2007, Twilight Princess chatouille encore plus les yeux en 1080p. Et pourtant, malgré le travail effectué par Tantalus Media, le studio en charge de ce lifting, le choc de la HD n'est pas aussi impressionnant qu'avec le coloré The Wind Waker. Pire, c'est un peu comme si ce dépoussiérage ne faisait que mieux nous montrer certains de ses aspects obsolètes. En l'occurrence, ces formes parfois très anguleuses qui nous rappellent que le titre, à l'origine, était prévu sur GameCube uniquement. Autrement dit, sur un hardware vieux d'une quinzaine d'années. Ceci mis à part, du point de vue de la direction artistique, il n'y a rien à dire, c'est effectivement un très joli Zelda. D'un point de vue purement ludique, cependant, c'est différent. Twilight Princess était inégal, et sa reconversion HD, automatiquement, l'est aussi. Très loin à se mettre en place, le jeu ne décolle qu'à l'obtention de l'épée de légende, les premières heures étant gâchées par de trop fréquents, répétitifs et forcés passages en loup.
Et si les donjons font montre d'un level design d'une qualité plus que correcte, trop d'items ramassés deviennent bien vite obsolètes, donc inutiles. Passé le premier donjon par exemple, bien rares sont les moments où l'on est amené à se servir du lance-pierre ou du boomerang. Mais le véritable défaut de Twilight Princess se trouve ailleurs et n'est pas vraiment simple à décrire. En effet, s'il n'est pas un Zelda aussi attachant que ses prédécesseurs, c'est parce qu'il ne dispose pas d'une identité assez forte. Il lui manque ce petit charme, cette âme qui fait qu'on a envie d'y retourner, même une fois l'aventure terminée et Ganondorf défait et redéfait. Certes, Twilight Princess est plus adulte, plus sombre et plus grand, mais Twilight Princess est vide et n'a finalement pas grand chose à dire, un peu comme certains habitants de la citadelle d'Hyrule qui n'ont même pas une ligne de dialogue à proposer. Peut-être avions-nous fondé trop d'espoir en lui, et peut-être que cette relative déception nous a fait occulter ses nombreuses qualités. Comme quelques-uns de ses thèmes musicaux, littéralement épiques, son système de combat calqué sur celui d'OOT mais rendu bien plus dynamique grâce à l'ajout de nouvelles techniques, et surtout le personnage de Midona qui est sans conteste l'allié le plus charismatique que Link n'ait jamais eu. Mais même en faisant la somme de tous ces points forts, et malgré les maigres changements apportés par cette réédition, le fait est qu'en 2007 comme en 2016, en 480 comme en 1080p, le paradoxe est sensiblement le même. Twilight Princess est un très bon jeu d'aventure, mais un Zelda finalement assez peu marquant. Voilà, donc Zelda Twilight Princess HD, bon, t'as pas l'air extrêmement emballé après cette critique. J'aime bien le jeu en fait. Twilight Princess, c'est pas un jeu que j'ai détesté, loin de là, mais vraiment très loin de là. Mais il lui manquait quelque chose, hein. Comme j'essaye d'expliquer dans la critique, c'est ce supplément d'âme. Je sais pas comment expliquer. En fait, il y a Ocarina of Time, Majora's Mask, c'est des jeux que j'ai terminés, que j'ai refait plein de fois. Twilight Princess, c'est le premier Zelda en 3D sur lequel je ne suis pas retourné après l'avoir terminé en fait. Je sais pas, il lui manquait quelque chose, il était vaste, il est grand, t'as l'impression qu'il y a plein de choses à faire, mais il manque quelque chose et c'est indescriptible. Et en plus de ça aussi, t'as les fameuses phases en loup qui sont censées être la nouveauté de ce Zelda-là, donc la transformation en loup qui est, je trouve, assez ratée en fait. D'accord. Tu sais que quand tu te transformes en loup au début du jeu, donc facilement les 10 premières heures du jeu, tu as certains moments où tu es forcé à être en loup, tu sais que tu vas t'ennuyer, tu sais que ça va pas être amusant et c'est pas normal. Et effectivement, il te propose des combats qui sont ultra répétitifs, tu vois. Dès que tu vas arriver en dessous d'un portail... Le loup, c'est super répétitif en vrai. Mais sauf C'est oui. si t'es Sauf- alpha ouais. ou Oméga. Ouais, c'est vrai, parce qu'Oméga, c'est si t'es un demi-dieu. Ou si t'es un demi-dieu aussi, c'est vrai. Vous y avez joué tous les deux ou pas? Ouais. Ouais. Oung, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Je suis plutôt d'accord avec Emmerich, dans le sens où c'est pas un mauvais Zelda, c'est même un très bon jeu d'aventure. Ouais. C'est juste l'univers qu'il propose est un peu désincarné en fait. Enfin, il manque cette vie que t'avais dans Ocarina of Time, Link to the Past, tout ça, qui rendait le truc un peu plus chaleureux, peut-être un peu plus attractif. Et du coup, j'ai du mal à m'attacher à cet univers-là. Et puis, comme disait Emmerich, t'as tout ce qui est phase en loup qui est juste chiant, quoi. Ouais. Donc, et c'est dommage parce qu'il a vraiment de très très bons donjons. Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est une constante. Les bons donjons. Il y a un Zelda qui avance des donjons vraiment pourris de la série régulière, j'entends. J'ai pas d'exemple en tête. Ouais, c'est ça. ouais. De ce C'est côté-là, au compliqué à moins, trouver, ça reste. On a Après, en fait, on a j'ai- toujours la ouais. qualité Zelda dans ces. Après, le truc, dans c'est ces j'ai phases-là. vraiment l'impression que Nintendo, en fait, a donné ce que les fans voulaient, puisque c'est sorti après Wind Waker Oui. et le design cartoon qu'on connaît. Et j'ai l'impression qu'ils ont dit, ah, vous voulez un Zelda adulte, on va vous le donner. On va vous donner un Ocarina of Ouais, Time ouais. 2. Et On va vous donner la suite de cette démo technique qui vous ouais, avez voilà. tous, Et finalement, ambiancé. on voulait peut-être un peu plus que ça, quoi. Ouais, mais c'est limite être- un contrepoint que je trouve trop marqué. Tu vois, là, ils sont partis dans un univers qui est vraiment très noir, très jeune. Ça sort en plein après la période Seigneur des Anneaux. Ils te sortent quasiment la même esthétique. Mais ouais, en s'éloignant trop de la formule. Pour moi, c'est un truc, tu disais que le jeu était trop grand, trop vaste. Et pour moi, l'univers, il est limite cassé, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement grand, c'est tellement pensé pour se déplacer en loup avec ton cheval ou des trucs comme ça, que finalement, il y a plus ce côté, tu passes 10 millions de fois devant le même truc et après tu remarques qu'il y a un truc caché au-dessus. Tout simplement parce que tu passes jamais au même endroit. Parce que les plaines sont tellement immenses que du coup, t'as pas le temps de te faire à la géographie des lieux et tout. Et c'est assez
assez curieux. Très vite, t'as beaucoup de moyens de te téléporter d'une place à une autre, et finalement tu te places plus tant que ça en même avec temps, Epona. c'est tellement... Enfin, quand tu dois faire tous les passages, genre tu vas chez le peuple des auras et tout, c'est hyper pénible. Quoi. Ouais. Donc t'as pas envie de le faire tout le temps. Ouais. Mais après, enfin, je sais pas, j'aurais quand même du mal à dire que c'est un mauvais jeu parce que Ah non, c'est un très bon jeu, mais c'est... la relation avec Midna, C'est c'est pas sûrement un- le meilleur sidekick dans la série Zelda. Tout à Parce fait, que c'est il y en a exactement eu ce que des bien nazes aussi. Oui, c'est vrai. Et le remake lui-même, ce remake, peut-être, tu disais, on en parlait un petit peu avant, tu parlais d'un truc peut-être un peu plus paresseux que... Plus paresseux, Que Wind clairement. Waker, peut-être un peu plus Ils ont beaucoup moins retravaillé dans Wind Waker. Ils avaient vraiment retravaillé les lumières, l'esthétique globale du jeu. Là, c'est vraiment, t'as l'impression qu'ils ont fait un truc un peu minimaliste, genre adapté pour de la haute définition. Oui. Mais du coup, ça ressort encore plus le côté jeu GameCube avec des décors un peu taillés à la serpe. Et du coup, t'as l'univers qui a vraiment l'air un peu grand, un peu vide. C'est très curieux. C'est un peu paresseux. Ouais. Mais Et c'est dommage parce que, enfin, moi, je sais pas si t'en souviens, mais il y avait eu une démo technique de Zelda Wii U, tu sais, enfin, avec Ah, le combat enfin, contre Ganon, là. je sais non, c'était contre l'araignée, contre Goma. Alors, je sais plus s'il y avait enfin, moi, je me souviens, il y avait un passage où Link était dans un château ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment une démo technique de la Wii U. Il y avait l'araignée. Ouais. Il y avait une araignée, ouais. Et c'était Oui, d'accord, je vachement vois ce que joli, tu veux, c'était vachement joli, vachement détaillé. Et là, finalement, enfin, tu te retrouves avec un truc mais tellement inférieur que Mais c'est marrant parce que ça fait presque la même chose qu'avec The Wind Waker finalement. C'est-à-dire qu'on voit une démo technique qui avance une ambiance. Si je me souviens bien, la vidéo dont tu parles, dont on ne peut pas voir les images malheureusement parce que je l'avais pas prévu, c'était une ambiance un peu dans la continuité de Twilight Princess, si je me trompe pas. Et en fait, quand on voit le prochain Zelda qui arrive, c'est quelque chose de beaucoup plus cartoon. En fait. Donc on a un peu la même chose qui s'est faite au moment de la GameCube. Ils alternent en fait, j'ai l'impression, Ouais, très c'est simplement. ça. Quoi. Mais après, est-ce que c'est vraiment judicieux? Parce que c'est le meilleur moyen aussi de pas arriver à trouver une identité qui soit propre à un jeu, tout simplement. C'est ça. Bah, on va reparler un petit peu de la série dans son ensemble. Très rapidement, Zelda, ça commence évidemment donc en 86 avec The Legend of Zelda tout court, sur Famicom Disk System d'abord, puis un an plus tard sur NES, sur Nintendo, avec donc cette fameuse cartouche dorée qu'on a eu chez nous peut-être encore un petit peu plus tard, je crois. 87 aussi. Je suis pas sûr, j'étais un peu jeune à l'époque. Oui, voilà, dans ces années-là, j'étais à peine né. Donc c'est le jeu qui a mis les bases de toute la série. Vous l'avez accueilli comment vous l'avez... Est-ce que vous y avez tous joué à peu près à l'époque de sa sortie ou forcément quelques années plus tard quelques vu... années après, Ouais. Moi j'ai eu quasiment en même temps celui-ci et le 2, je pense. Donc j'ai eu les deux un peu en même temps. C'était troublant parce qu'ils s'appelaient tous les deux Zelda et ils se ressemblaient pas du tout. Oui, c'est vrai. C'était très perturbant, je comprenais pas le concept. Ouais. Mais dis-toi, Zelda, à l'époque... t'es Moi, je suis pas- à l'époque, aujourd'hui, demain. De tout temps ouais. A priori, non, c'est pas. Moi, j'ai joué à A Link to the Past. D'accord. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir à l'époque, parce que j'étais un enfant et tout. Depuis, bon, j'ai un peu grandi. Du coup, mes exigences, mes standards avec moi. Et donc, je suis plus trop. Et vous avez décidé de prendre chacun... Voilà, mais un chemin différent. j'ai joué. Il y avait un épisode sur le CDI de Philips. Ah, t'es ce type qui va citer, d'accord. ok. J'étais ce type qui avait le CDI de Philips. Tu vois? Mais parce qu'il y avait un jeu. Parce qu'il y avait un jeu. Pareil, j'ai pas prévu d'image de ça parce que je pensais pas qu'on allait... en C'est parler. dommage parce qu'il y avait un jeu qui s'appelait Escape from the Cyber City ou je sais pas quoi. Et c'était un jeu du mec qui fait le Galaxy Express 999 ou Albator. Et donc c'était un truc interactif. Bon, c'était très bien. C'était pour ça que j'avais pris le CDI. D'accord. Mais Il y a du des coup. vraies informations en fait dans cette émission. sûr. On Ah, apprend bien sûr. qu'il y avait des Ouais, jeux mais sur c'est CDI ça, qui c'est étaient ça. intéressants. Ah, Voilà. bien sûr, bien sûr. C'est Hotel Mario aussi. bien sûr. Mais autrement, non. Et Ocarina of Time que j'avais fait avec un pote, que j'avais bien kiffé parce qu'il y avait un cheval. C'est vrai. Voilà. Et, Ouais. voilà. Mais là, tu as Mais cité en autrement. fait avec A Link to the Past et Ocarina of Time, peut-être ces Zelda un peu piliers. En fait, donc tu as le premier Zelda donc, sur Nintendo, ensuite le premier sur Super NES, Link to the Past, pardon, qui est encore culte aujourd'hui. Beaucoup, je pense, citeraient ce Zelda comme le plus marquant parce que ça se partage avec aussi justement Ocarina of Time, qui est le premier Zelda en 3D. C'est les Zelda un peu charnières comme ça qui arrivent avec de nouvelles consoles.
Moi j'appelle ça les Zelda coup de chance, tout le reste c'est des tentatives un peu. Les Zelda coup de chance. Ouais, bon, ils ont eu de la chance, ils ont trouvé une bonne Ils ont eu de la formule. chance de te plaire. Ouais, ça a bien marché. T'as pas le droit de dire ça. c'est- Ocarina of Time, Ocarina of Time, c'est un truc qui est arrivé et qui a limite défini ce que c'était pour moi l'aventure en 3D quoi. Il est arrivé avec le système de lock, il est arrivé avec je sais pas les sauts automatiques qui étaient ça aurait pu être une partie un peu relou dans tous les jeux en 3D, t'as pas envie de refaire 50 000 fois un saut juste parce que t'y arrives pas et que c'est pas le but du jeu. C'était quand même déstabilisant C'était un le saut platformer. automatique. C'était déstabilisant, mais une fois que tu l'as fait, tu te dis bah oui, évidemment, c'est évident, c'est ça qu'il fallait faire. Les mecs ont tout de suite posé un truc qui était pour moi quasiment parfait quoi. Et c'était très étonnant. T'avais la flutine aussi, bon, c'était rigolo. L'Ocarina, Ouais, voilà. dans le titre. La flutine of time. Et oui, donc ça c'était la Nintendo 64. Et ensuite, Twilight Princess, hein, si on parle des Zelda comme ça qui arrivent les premiers Zelda de chaque nouvelle console, Twilight Princess sur GameCube et Wii en même temps, c'est un petit peu particulier. Et non, pardon, Wind Waker avant bien sûr, Zelda Wind Waker sur GameCube, ouais, sur bien sûr. GameCube, qui est le premier Zelda de la GameCube. Bon, ça c'est les gros Zelda. Ensuite également Skyward Sword, le dernier en date sur Wii. Majora's Mask aussi que t'as Majora's Mask que j'avais pas cité, qui est sur Nintendo 64 aussi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est les Zelda majeurs, la série régulière? Il y a on peut peut-être aussi inclure Link's Awakening sur Game Boy. Ouais. Pour moi, Link's Awakening et même Majora, c'est pas des. Enfin, C'est pas des Zelda. Majora's Mask pour moi c'est déjà. non, plus, mais ouais, c'est plus dans le truc canonique, même si, ça veut rien dire, et même s'il y a maintenant il y a une chronologie officielle, tout ça, mais c'est vraiment des jeux qui sont vraiment différents. Oui, ouais, Et carrément. discuter mais- d'ailleurs. Ouais, on va en reparler après de cette chronologie parce que c'est assez intéressant. Mais pour moi, c'est des jeux qui sont complètement différents parce qu'ils n'ont pas été, développés avec le même état d'esprit en fait. Ils n'étaient pas là pour marquer une console ou pour faire le gros Zelda du moment quoi. C'était des jeux qui sont sortis après, qui ont été faits avec peut-être moins de pression. Enfin, à part peut-être Majora qui avait une contrainte de temps, c'était de le développer en un an. En 2 ans. Un an, ouais. C'était hyper rapide. Et c'était des Zelda qui, du coup, ont bénéficié de plus de liberté au niveau créatif. Et du coup, je pense que ça se ressent dans ces jeux-là. Ouais, donc là, tu parles de Majora, Link's Awakening. Et T'en mettrais d'autres dans ces non, catégories? pour moi, c'est les deux vraiment. C'est vraiment les deux que tu t'as exclus. ouais. D'accord. Après, t'as les trucs sur portable, mais c'est différent. Mais donc, si pour les Zelda, la série régulière des Zelda, ce serait quoi pour vous en gros? On cite Zelda 1 donc, enfin Oui, le premier Zelda. 1, 2, 3, même si le 2 est à Moi part. je vois ça assez simplement en fait Ouais. pour avec tous les Zelda dans lesquels il y a la Triforce. Pour moi, c'est déjà d'accord. ça pose déjà une espèce de socle commun. Est-ce que tu as la Triforce? Est-ce qu'il y a Zelda? C'est pas évident. Il y a plein de jeux Zelda où il n'y a pas Zelda. C'est déjà curieux. Et ouais. Après, tu as tous les jeux dont on vient de parler, genre Majora's Mask par exemple, il n'y a pas la Triforce. C'est un monde beaucoup plus éclaté. T'es même pas à Hyrule. Ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait ces Zelda-là? Tu parles de la Triforce. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? En gros, qu'est-ce qui fait qu'un Zelda est un Zelda? C'est une question un peu bête, hein, mais. C'est une question, j'ai l'impression, sur laquelle beaucoup de mecs se cassent les dents, y compris les mecs qui se retrouvent à développer des Zelda, tu vois, à superviser les projets. C'est compliqué d'arriver à capturer l'essence d'une série qui est aussi diverse. C'est-à-dire que tu pars dans Monomyth, c'est toujours le même jeu qui est réécrit, quasiment. C'est toujours l'histoire de ce héros égaré dans le temps qui est un gamin qui va finalement être choisi par les déesses, on ne sait pas trop pourquoi, et qui va devoir aller chercher la Triforce et combattre le mal. Le mal, c'est toujours Ganon, même si au début on a toujours l'impression que c'est notre personnage, mais au final c'est toujours Ganon. Spoiler, pardon. C'est peut-être pas à faire, mais bon, il y a peut-être prescription, on ne sait pas. Et tu spoil peut-être en même temps les futurs Zelda, donc c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Mais donc ouais, t'as toujours cette situation qui est la même. Ouais. C'est en termes de mise en place d'univers, d'histoire, Ouais. et en termes de jeu. Qu'est-ce qui, en gros, les bases qu'a posé le premier, c'est de l'aventure, donc exploration, du T'as de la quête de voilà, puissance le aussi. donjon. Ouais. T'as de la quête de puissance, Une un espèce peu à de- la Metroid aussi, une exploration un peu à la Metroid qui se fait. Tu vas commencer, bon, tu vas trouver des chemins qui vont être bloqués par tel ou tel obstacle, par exemple un rocher. Tu vas obtenir une bombe, donc tu Oui, c'est une tu quête- sais que tu vas. C'est une quête de puissance qui passe par les objets, par ton inventaire. en par fait. les objets, voilà. Les gants, les bombes, le boomerang, l'arc, toujours Précision, pareil, d'ailleurs, le à ce slingshot. moment-là, que
le premier Zelda et Metroid sont sortis le même jour en fait pour le lancement du Famicom Disk System. Donc je pense qu'il y a des mécaniques qui sont passées d'un jeu à l'autre. Ouais. Et c'est vrai, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans tous les Zelda, c'est cette progression par les objets où tu vas te retrouver à explorer un monde. Et tu vas passer 10 millions de fois devant, t'as un rocher qui est marqué dans le mur. Au début, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et au bout d'un moment, c'est évident, en fait. Ce rocher-là, c'est une porte. Pour l'ouvrir, il te faut pas une clé, il te faut une bombe. Et après, tu vois des portes partout, en fait, dans ce jeu-là. Tu vas voir des cibles pour les grappins, tu vas voir, je sais pas, des espèces des cibles à toucher avec un arc ou un boomerang. Et en fait, c'est qu'une histoire de porte à débloquer. Et le monde, tu vas évoluer de plus en plus loin dans le monde, tout c'est ça, en étoile ou en complètement. Voilà. Et, moi, je trouve ça assez fascinant en termes de construction. C'est vraiment une constante qu'on retrouve, je crois, dans tous les jeux. J'ai pas de contre-exemple en tête. Mais c'est vrai que ce côté rapport avec Metroid, c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi avant, mais c'est en fait complètement évident. Ça partage un truc que j'aime beaucoup dans les Metroid, puis les Metroidvania depuis, le fait que tu visites 2 fois tout ce que tu vois en fait. La première fois, tu vois des objectifs que tu sais que tu peux pas atteindre et t'es déjà dans le futur en fait à ce moment-là. Tu te dis déjà, plus tard je vais pouvoir faire quelque chose avec ça, faut que je le garde en tête. Et dès que tu as découvert l'objet dont tu te dis qu'il va pouvoir te permettre de passer ça, tu te refais toute la map derrière toi pour te dire, bah attends, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Dans les Metroid, ça va être les doubles sauts ou les trucs comme ça, les corniches que tu n'avais pas pu atteindre. Là, ou des portes tout simplement. Là, effectivement, ça joue vachement avec ces rochers très suspects que je peux sûrement faire éclater. Cette fissure dans le mur, un peu bizarre. Même dans les 2 jeux, tu as toujours cette espèce de mécanique qui fait qu'un objet, tu vas très souvent le trouver dans une impasse. Et cette impasse, tu peux pas t'en sortir sans avoir l'objet que tu as trouvé. Donc une fois que tu es arrivé au bout d'un truc, tu as trouvé un grappin, tu veux sortir à pied, tu peux pas, tu es obligé d'utiliser le grappin pour sortir. Chaque objet te pousse à revoir le monde différemment. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a une approche du coup très naturelle de ce qui est presque du ressort du tutoriel presque, de te mettre directement, on te met tout au long du jeu. Voilà, c'est ça. On te met dans la situation. Tu as cet objet, tu sais immédiatement à quoi il sert vu que tu es obligé de t'en servir directement. Et ça paraît évident et con, mais il y a pas mal de jeux qui ne parviennent pas à faire ça aussi bien en fait. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il est justifié du coup, à votre avis, de parler de Zelda-like en partant de ce constat, tu vois, du fait que ils se partagent quand même, tous les Zelda se partagent certains points communs à la fois en termes de mise en place d'univers, mais surtout de jeu. On parle parfois de Zelda-like, c'est ce qu'on a pu dire par exemple pour Darksiders, on entend souvent parler, on dire que c'est un Zelda-like. des seuls. Okami. Ouais, Okami, ouais. On parle de progression, on parle peut-être pas de Zelda-like, mais tu vois, au lieu de dire c'est un jeu d'aventure tout simplement, il peut arriver d'entendre c'est un Zelda-like. Ça vous paraît justifié? Vous voyez tout de suite ce qu'on entend par là ou pas nécessairement? Moi j'ai l'impression. Personnellement, non. Ouais. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce terme d'ailleurs. Et Ça fait 2 secondes. ça fait 2 ans. Je sais pas. Et là, j'entends plus parler des Un Metroid. petit peu d'humour parfois. C'est un peu. C'est important. Comme on disait, c'est vachement large la définition de Zelda. Donc, tu veux dire quoi par Zelda-like? Est-ce que c'est juste la gestion des combats ou c'est justement cette exploration par les objets qui est plus du ressort de Metroid plutôt que Zelda finalement dans ce cas-là? Des deux en même temps, vu qu'ils sont sortis le même jour, finalement. Mais toi, c'est pas l'un plus que l'autre. Si, c'est plus Metroid. D'accord. Très bien. Non, moi j'entends plus parler de Metroid-like effectivement quand c'est ce jeu. Par exemple, tu te souviens du jeu qui est sorti à Nana que j'ai critiqué, qui ressemblait beaucoup à Metroid mais qui n'en était pas un et qui a été développé par une seule personne. Axiom Verge. Donc tu vois, c'est plus ou moins la même chose aussi. Tu as un objet, tu retrouves. Tu vas commencer ton aventure, tu vas avoir un obstacle, tu pourras pas passer cet obstacle-là avant plusieurs heures, tu reviens. C'est le même principe. Et pourtant, on parle plus de Metroid-like que de Zelda. Parce que Là, c'était un jeu en scrolling. Voilà, je pense que ça tient beaucoup à la façon dont le monde est représenté. Tu présentes aussi, le jeu, ouais. Après, c'est peut-être aussi, si on parle de Zelda-like, c'est vrai que j'entends pas souvent ce terme-là, Zelda-like. J'entends pas J'ai souvent. l'impression de l'entendre assez souvent. C'est peut-être parce que moi, je l'utilise tout le temps. C'est possible, tous les jours chez toi. Oui, c'est ça. C'est le like. Mais c'est peut-être aussi dû à la fame du truc. Voilà, peut-être le jeu se pointe pas forcément avec des mécaniques qu'il a inventées, mais bon, vu que ces mécaniques elles sont dans Zelda, et que Zelda c'est très connu. Bon, voilà, il est possible que c'est comme pendant très très longtemps, on a parlé de Doom-like pour tout ce qui était FPS, alors que au bout d'un moment, il n'y a plus rien à voir avec Doom, quoi. J'ai même l'impression, moi, quand on parle de Zelda-like, encore que ce soit toujours pareil, c'est un terme que j'entends pas trop, mais que c'est plutôt une espèce de jugement de valeur, en fait. Genre, ok, il y a un truc de qualité là-dedans, t'as envie de donner, j'ai envie de dire un peu de lumière à un jeu, tu vas dire, alors peut-être pas pour toi, effectivement, si on te dit un Zelda-like, je suppose que tu vas tout de suite, je pense que j'ai cerné un peu le truc.
Mais par exemple, moi je suis ce genre de mec assez désagréable qui va dire que Okami est un bien meilleur Zelda que Twilight Princess en tout cas. Et parce que je dis, c'est pas tout à fait sérieux ce que je dis, mais je me souviens que quand j'avais joué à Okami à l'époque, je me suis vraiment dit, je suis en train de jouer à un Zelda avec des trucs nouveaux qui me plaisent énormément parce qu'il y a cette même tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, la progression par les objets principalement, voilà c'est ça, la construction du jeu, mais il y avait évidemment tout ce qui était pinceau, tout ça, univers, plein de trucs en plus que tu n'as pas nécessairement dans les Zelda, dont les Zelda n'ont pas nécessairement besoin d'ailleurs, mais voilà, j'avais l'impression de jouer à une variation autour du thème de Zelda, quoi. Mais il y a même ce principe de PNJ qui parle une langue que tu comprends pas. Comment ça apporte un nom, ça particulier, le fait dans les jeux vidéo quand ça parle. Dans les Sims, ils appellent ça comment, le Sim machin. Bon, t'avais ça, je crois, dans Okami oui, aussi. Effectivement. Donc c'est peut-être ça aussi. Ça d'ailleurs, c'est une constante dans Zelda également, ou il y a pas vraiment de. Il y a certains mots, tu peux entendre certains mots, genre thank you, genre des trucs comme ça, mais non, généralement. Mais sinon, des petites injonctions de la voix, quoi. C'est plus ouais. Mais vu que Nintendo a réussi à finir par nous faire parler Pikachu, peut-être qu'ils seront capables de le faire avec Link 1 de ces 4. Ouais. On n'est pas à l'abri. C'est marrant parce qu'il parle jamais, enfin déjà il parle pas, mais même il répond jamais de façon écrite. C'est-à-dire que tu lis toujours que ce que te disent les gens. Lui, tu le vois bouger les lèvres, on t'écrit rien. On soupçonne qu'il a parlé et les gens font un dialogue, c'est très très bizarre. Mais c'est vrai que oui, c'est peut-être un des persos les plus vides du jeu vidéo. Enfin, vide dans le sens où feuille blanche, quoi. On te dit quasiment rien dessus. Comme tu dis, la plupart des persos muets, au moins c'est vrai que tu choisis une réponse. Même s'il la formule pas explicitement à l'écran, là c'est vrai que oui, c'est même pas le cas, quoi. Mais de base, de toute façon, tu n'incarnes jamais le même Link, c'est toujours censé être des héros perdus dans une ligne temporelle. On en arrive à cette fameuse histoire et timeline qui fait débat, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des gens, à partir de quand peut-être, à partir des Ocarina of Time et tout ça, on a commencé à se poser ces questions. Ouais, de se dire peut-être un peu après, il n'y en avait pas encore assez, je pense, à Ocarina of Time. Non, mais personnellement, je me suis jamais posé la question en fait. Donc, Mais en tous les cas, maintenant, beaucoup de gens se disent, mais alors attends, est-ce que les Zelda, comme tu dis, ce serait pas chaque fois un Link différent Est-ce qu'on pourrait pas les remettre dans un ordre, tout ça donc toi, ça t'intéresse pas trop ça Non. Pas trop, pardon. Ouais. Toi, Sylvain, quand t'abordes... Moi, ça m'intéresse pas non plus, mais après, c'est juste le constat qu'il y a des jeux, il y a quelques jeux dans la série Zelda qui se suivent, c'est ça. Zelda 1, Zelda 2, c'est la même histoire, c'est la suite, vraiment. Link to the Past et Link's Awakening, tu peux supposer que c'est la suite. Ouais. C'est vrai que c'est pas une histoire de... Il est pas en train de rêver Si, oui, il est en train de rêver, mais tu peux supposer que ça se passe après. C'est vrai. Et ben voilà, vous êtes téléchargé sur 3DS, merci. Oui, il vient de ressortir sur New 3DS. Non, il n'est pas ressorti. Non, je l'ai chopé. Par contre, Link to the Past est sorti sur 3DS. Oui, c'est Link enfin, to the non, Past. pardon, sur New 3DS. Sur New 3DS. Et après, effectivement, t'as des Zelda qui se suivent, qui partagent un univers commun, mais... Enfin, c'est débile de vouloir tout relier en fait, parce que je pense que c'est. Parce que ça. Non, t'as Link, t'as des forces, c'est pas débile quoi. Entre FF6 et FF7, tu me fais le lien ou. Non, mais pas forcément. Qui ont essayé. Qui ont trouvé des trucs, mais. Si tu vas sur le net. Non, mais je veux dire, ils sont déjà exprimés là-dessus, les officiels En fait, justement, ils ont fait une chronologie officielle, mais je crois que c'est limite à. Plus ou moins à la demande des fans. Ouais, c'est pas Nintendo c'est pas eux qui ont pensé tout l'univers Zelda de base en se disant ah tiens ce nouvel épisode là on va le mettre là. C'est petit à petit ils ont essayé de raccrocher les morceaux pour faire un truc qui se tenait tant bien que mal, mais parce que c'est les fans qui le voulaient finalement. C'est un magazine ou un bouquin requin, je crois qu'ils voulaient vraiment faire une chronologie et qui allait demander son avis à Nintendo. Le Nintendo leur a dit oui plus ou moins, allez, faites un peu comme vous voulez, c'est pas grave. Ils ont sorti un bouquin, Hyrule Historia, qui donc reprend, qui met le truc noir sur blanc, mais qui n'a aucun sens finalement quoi. Voilà. Après, il y a des liens entre Twilight Princess et Ocarina of Time qui sont pas comment dire, comme je dis dans la critique, pas vraiment expliqués directement, mais c'est quand même. Il y a de forts doutes que je le dis encore une fois dans la critique, que le squelette qui t'apprend des techniques serait le Link d'Ocarina of Time. Et ça, c'est pas dit encore une fois, mais il va t'appeler mon fils, il va dire, la première fois que tu le vois, il va dire ouais, mais dans ton sang coule je sais pas quoi, le sang des héros, et il s'appelle. Dans ton sang coule le sang des héros. C'est-à-dire qu'il saigne dans son propre sang, en fait. Tu vois, dans tes veines coule le sang du héros, et donc il y a de forts.
comment dire, fort doute en fait. On pense vraiment que ce serait lui, et ça collerait plutôt bien à l'histoire avec le fait que Ganondorf se soit fait emprisonner. Bon, je vais spoiler la fin de On va spoiler. C'est une émission placée sous le signe du spoil. Spoil, Zelda c'est pas le héros, en fait c'est celle qui doit sauver. Tu vois, je veux dire, genre juste à titre d'exemple, enfin, tu vois, Skyward Sword, c'est pas censé être le premier du coup dans la chronologie. Selon Julian Historia. Mais après, bon, la chronologie, elle est un peu le pétée. dernier en date sorti Parce que sur le sur truc Wii. était tellement différent des autres qui se sont dit, bon, on va dire que c'est le premier. passé, ouais, Voilà, c'est tu vois, enfin, tu vois, c'est débile, enfin, ça a aucun sens, tu vois. Mais après je trouve ça rigolo. Enfin, je trouve ça. C'est rigolo quand t'as du temps à perdre. Oui, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui aient du temps à perdre pour nous. Enfin, moi, je trouve ça, ça m'intéresse de voir des gens sortir des théories comme ça, tu vois, même des trucs aussi a priori qui partent dans tous les sens, comme le squelette, en fait, c'est l'ancien Link qui est mort. Enfin, tu vois, qui est mort en squelette. Effectivement, c'est un Toi, peu ça va lointain loin, comme analyse. bon, quand même, ouais. Mais je trouve ça cool. Moi, j'aime bien. Enfin, ces jeux qui. J'aime bien ces principes d'univers étendu, perso. Et que après, les gens ont voulu en faire vraiment un truc. Même si ça se trouve, c'est aller chercher des choses là où il y en a pas du tout. Mais le fait que le jeu ou le produit culturel en fait te permette de faire ça, je trouve ça toujours intéressant. Et d'autant plus quand certains le font à ma place, quand moi ça m'intéresse pas de le faire moi-même, ça, je suis très content de faire ça. Je le fais avec les Souls, tu vois, par exemple. Moi-même, ça m'intéresse de le faire moi-même. Mais voilà. Mais il y a un peu cette approche aussi d'ailleurs de Miyazaki Hidetaka, le développeur, le créateur des Souls, qui est souvent, on revient souvent lui dire, mais c'est quoi la vraie histoire des Souls? C'est quoi finalement entre Dark Souls 1, Dark Souls 2, bientôt Dark Souls 3, éventuellement Demon's Souls. Et il dit toujours, ouais, c'est ça. Il détourne toujours le truc. Ouais, il a dit récemment dans une interview très récente là, moi j'ai une histoire, mais j'ai pas envie de la donner. C'est la mienne. Enfin, je peux vous donner quelque chose, mais tout ce qu'il y a dans les jeux, ça c'est vrai, c'est officiel. Je peux vous donner un ordre, mais je le fais déjà dans les jeux. Mais le reste, moi, mon interprétation et tout, c'est la mienne. J'ai pas envie de vous l'imposer, et c'est à vous de faire, d'élaborer vos théories, vos trucs, tout ça. Après, j'aime bien moi c'est une gestion, tu sais, c'est une gestion directe du culte en fait. Ouais, c'est mais dire de son propre avec gérer son Zelda, propre c'est qu'avec Zelda, les mecs ils veulent graver le truc dans le marbre, enfin, et dire c'est ça. C'est ça, et C'est ça qui est gênant, tu vois. Ça, c'est absurde. Ouais, voilà. Alors que dans les Souls, ça te laisse la place à ton imagination et tu fais. Il est connu. Alors que là, voilà, l'histoire, tu la connais très précisément à chaque fois dans chaque Zelda. Et c'est d'ailleurs l'un des grands intérêts, j'ai envie de dire, de chaque nouveau jeu, c'est de voir comment est-ce que Link va aborder sa relation avec la princesse. Est-ce qu'ils se connaissent? C'est déjà pas évident dans chaque jeu. Est-ce qu'ils ont déjà, je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà eu à avoir affaire ensemble ou quoi? Et surtout de vouloir essayer d'écrire l'histoire, comme le disait un de mes excellents collègues, Corentin Lamy, il n'y a pas si longtemps. Vouloir essayer comme ça d'expliquer à tout prix l'histoire, ça fait que souligner un peu sa faiblesse en fait. L'histoire, elle est faible. T'es un héros qui a été choisi, tu sais pas trop pourquoi, il faut sauver la princesse qui a été enlevée parce qu'il y a un méchant qui veut dominer le monde. Waouh. Oui. Ok, c'est cool. Si tu t'en tiens vraiment à l'histoire, elle est ridicule. Elle me faisait rêver quand j'avais 5 ans. Aujourd'hui, bon, je m'attache un peu plus à l'enrobage, on va dire, à la narration. Mais il y a bien des gens qui ont essayé de faire quasiment la même chose avec Mario Galaxy. Il y a eu des théories comme ça. Super, mais genre des trucs super dark sur les étoiles et tout, je sais plus, je m'en souviens plus. Mais alors l'extraterrestre qui te suit genre dans tous les niveaux. Oui, c'est ça, des trucs qui allaient super loin. Voilà, non mais c'est ça. Alors que dans le genre scénar super simple, tout ça, tu vois, Mario, elle partage un peu ça avec Zelda. Bon, t'es un type qui doit aller sauver une princesse. Tu parles de l'identité de comment dire, la princesse. De la princesse Rosaline, je crois. Oui, qui serait la fille de Luigi. Mais oui, tu vois, oui, effectivement. Non, Luigi, il a pas d'enfant, faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Il a déjà une moustache. Voilà. Ah oui, t'as entendu parler de ça, que bébé Bowser serait le fils de Peach et de Bowser, du coup, un truc bizarre. Ah bah là, on entend des trucs dégueulasses. C'est vraiment là de toutes les rumeurs. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on Mais à un moment donné, moi ça me passionne ce tu genre te de poses truc. forcément ces questions. Oui, il y a un Bowser, il y a un bébé Bowser. Bon, surtout que t'as des dialogues qui sont vraiment bizarres des fois dans les Mario. Tu te demandes ce que ça fout là en fait. Et quand tu joues au jeu pour la première fois, tu le remarques pas. Et quand tu commences un peu à te mettre dans ce genre de théorie, tu fais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Est-ce qu'ils ne seraient pas amusés à mettre des faux indices? Évidemment, on parle de Mario parce qu'il est dans le même univers que Zelda, CF Mario Kart et Super Smash Bros évidemment. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire.
Désolé, mais de toute façon, on s'étendait un peu trop sur Mario. Là, Zelda, on n'a pas parlé un peu de tous les annexes, enfin les épisodes, tu vois, justement, où Link et tout ça apparaissent. Crossbow. Voilà, les trucs comme ça, il y en a plein Crossbow aussi. training, je sais pas quoi. Link Crossbow Training sur Premium, Wii, hein, en termes de contenu, enfin en termes de propositions. gameplay. Ouais. Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, c'est un peu compliqué, Tous ces c'est moi qui jeux, le suis en ce moment. Ouais. Il y a eu des bonnes surprises quand même là-dedans, genre par exemple Zelda Force Words ou Triforce Heroes, tout ça. C'est peut-être pas aussi dégueulasse qu'un Crossbow Training. Il y a des propositions amusantes quand même dans ces jeux-là, j'ai l'impression. C'est intéressant, Ouais. mais tu sens que c'est le genre de jeu, ça aurait pas eu le nom Zelda, Ouais. voilà quoi. Ça C'est serait, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur Metroid. Metroid. Ouais. Exactement. Enfin, tu vois, le Triforce Heroes, je le trouve pas dégueu. Je trouve vraiment qu'il y a des chouettes puzzles, tout ça. Après, enfin, tu vois, clairement, enfin, c'était un jeu de remplissage. Ils ont collé Link pour le vendre, quoi. Mais ils auraient pu mettre Mario, ils auraient pu mettre n'importe qui. C'était pareil. Enfin, non, c'est vrai qu'il y a t'as l'utilisation des items, mais c'est des petits jeux apéritifs, quoi. Mais c'est un peu la manière de fonctionner de Nintendo, de dire on a un nouveau concept, quelle licence on va coller dessus pour l'exploiter au mieux. Ils font ça avec Star Fox, là, le jeu qui avait été présenté par Miyamoto. Ouais, Guard, voilà, Project Guard, qui devient en fait un spin-off Star Fox. Bon, ils font ça tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai que Triforce Heroes, moi je sais que j'avais abordé ce jeu-là avec une montagne d'a priori, en me disant que ce serait forcément naze. On y a joué à la rédaction un soir comme ça, on y a joué à 3 et on s'est surpris à rire. Ouais. Et on s'est dit, mais c'est pas mal en fait. On s'est juré qu'on y rejouerait, toujours pas relancer le jeu, on attend encore. Il est encore possible d'y rejouer. Il faut vraiment y jouer à plusieurs, hein, par contre, parce que moi j'ai fait plusieurs heures tout seul. C'est compliqué. C'est comme Force Words à l'époque, j'avais envie d'y jouer, mais avoir 4 amis qui avaient une GBA et des câbles, c'était impossible. Oui, c'est vrai qu'il fallait tout ce truc. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas les Oracle of Age et... C'est développé par Capcom, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Qui était... ils étaient pas mal au demeurant. Oui, il y avait le côté double version un peu à la Pokémon et tout ça à l'époque. Mais les jeux étaient très différents, hein, quand même. Les jeux, l'un et l'autre. Ouais. Vraiment deux histoires très différentes. Une petite complémentarité. Ouais. Je veux pas spécialement éprouvé de plaisir. C'est pas Capcom qui avait fait Minish Cap aussi? Et je crois que c'est Capcom qui avait fait Minish Cap qui était pour le coup excellent. J'avais adoré avec le principe de devenir tout petit, tout ça, j'avais adoré ça, l'univers était très sympa. C'est un truc qui est très très souvent dans les Zelda, c'est d'avoir deux univers superposés. Oui. Si tu prends A Link to the Past, t'as le Light World et le Dark World, t'as le même dans Twilight Princess, tu vas avoir le monde des grands et des petits dans Minish Cap, je sais pas, le passé et le futur dans Ocarina of Time. O et O dans Wind Waker. À peu près, c'est ça. La noyade et la tasse. C'est deux écoles différentes. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors, c'est pas une constante absolue. C'est un élément récurrent. Mais c'est un élément récurrent dans la série. C'est deux mondes, effectivement, qui se superposent. Et c'est souvent intéressant. Enfin, tu vois, de redécouvrir. J'aime bien, moi, les jeux qui font ça. C'est un peu. C'est rare que les jeux qui fassent ça ne me plaisent pas. D'accord. Final Fantasy VI le faisait, tout ça. Quand tu redécouvres un monde quasiment, très similaire à l'autre, mais qui change un petit peu, je trouve ça souvent intéressant. Zelda le fait bien, Minish Cap le faisait très bien. Et Chrono Trigger le faisait de manière... Chrono Trigger est évidemment le meilleur jeu du monde, le meilleur Zelda sûrement. Le meilleur Zelda du monde, je pense, Chrono Trigger. D'ailleurs, question débile, le Zelda, peut-être pas le meilleur Zelda, mais le Zelda du cœur, celui qu'on prononce comme ça avec un petit accent, parce que soudain, point la nostalgie quand on... Des passages viennent du sud. Mais, je pourrais mal le prendre. Pareillement. Donc ouais, le Zelda du cœur. Peut-être Link's Awakening. Link's Awakening, ok. Ouais. Pour quelle raison? Parce que c'était un Zelda sur Game Boy et que c'était une putain de performance. Ouais. Et parce que, il avait ce côté foufou. Enfin, tu vois, je sais qu'Emeric aime beaucoup Majora's Mask parce que c'était un épisode à part. Et moi, ma génération, l'épisode à part, c'était Link's Awakening. Et du coup, forcément, j'ai kiffé Ocarina of Time, j'ai kiffé Link to the Past. Mais celui-là, il était vraiment à part. Il avait ces petites phases de plateforme un petit peu en scrolling 2D. Il y avait, il y avait une ambiance aussi un peu... Qui t'avait parlé. Ouais, après, on a déjà spoilé le jeu, mais voilà, il y avait une ambiance qui était vraiment différente, qui était vraiment cool, sans aller jusqu'au truc dépressif de Majora, mais... peut-être un peu onirique. Voilà. sans vouloir gâcher la surprise.
D'accord, bah écoute, c'est le mien aussi. C'est le Zelda que je garderai moi personnellement. Toi, Sylvain? Alors moi, le camouflet peut paraître terrible, Ouais. mais c'est Zelda 2. Ouais, qui est The pourtant Adventure of souvent, Link, qui est souvent, un scrolling latéral avec vraiment un système de points d'expérience. C'était un Zelda qui ressemblait pas du tout à un Zelda, c'était un Zelda sur lequel c'était pas l'équipe originale qui avait bossé et où le nom même de Zelda voulait rien dire. Donc pour moi, c'était une espèce de Zelda de tous les possibles. Les mecs pouvaient revoir leur formule tant qu'ils voulaient. Ils ont fait ça. Tout le monde a trouvé ça un peu naze, mais moi j'ai trouvé ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. D'accord. T'aimes beaucoup vraiment ou c'est une espèce de tendresse un petit peu que t'as pour ces tentatives? Bah non, il y a les deux en fait. Il y a T'aimes à la fois t'as la vraiment la tendresse parce que proposition je vois le truc un peu maladroit et les moments où c'est raté. Ouais. Je crois que tu peux trouver 3 vies dans le jeu, mais ça sert à rien parce que tu les ramasses une fois et chaque fois que il y a 3 vies dans le jeu, dans un jeu où tu fais que crever en fait. Ouais, Donc c'est ridicule. Mais il y a aussi toute une espèce de narration. Le monde est très grand et puis tu vois quand même que tu as battu Ganon dans le 1 parce que Ganon est mort et justement si toi il faut que tu l'empêches de revenir à la vie. Et autre spoiler, le boss de fin c'est ton ombre en fait. C'était le premier jeu où t'affrontais le Dark Link et c'était vraiment classique depuis. Qui n'était pas dans Twilight Princess d'ailleurs. il n'y est pas tout le temps. Hein. Ouais. Il était dans Ocarina of Time. On voit une espèce de Dark. Ah non, mais on va pas commencer à spoiler. Non. Oh, c'est au Twilight début, Princess, Ouais, qui est c'est le- oui. dans une cinématique. Et voilà. Donc ouais, Zelda 2, ton Zelda du cœur. Ouais. Ok, toi donc c'est Fallout 2, je pense. C'est du, Non, moi c'est A Link to the Past. c'est A Link to the Past, Vraiment, d'accord. ça m'a duré. C'est un jeu sur lequel je suis resté mais très longtemps. Enfin, en tout cas, c'est le genre de jeu. Bon, voilà, je l'avais mis, j'avais trouvé tiens, c'est sympa, c'est rigolo. Au bout d'un moment, j'étais jeune, hein, donc j'ai dû être bloqué quelque part. Et genre 2-3 mois plus tard, t'y reviens. Et puis effectivement, tiens, j'avais pas vu ce buisson, j'avais pas vu ce truc. Tiens, j'ai trouvé un gant. Qu'est-ce qui va me permettre de faire? Et tiens, il y a une sorcière depuis le début, elle me casse les couilles. Je crois qu'il kiffe Zelda, mais il veut pas le dire. C'est Juste ça, il y a parce que- peut-être un peu de. Non, j'ai bien aimé, vraiment, encore une fois, mais je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. A Link to the Past et Ocarina of Time, parce qu'Ocarina of Time, il y avait aussi, c'est pas moi qui jouais, c'était un pote, mais c'était moi qui étais parti lui acheter, parce que Ah, il y a- il pouvait pas se rendre, tu vois. Mais tu connais parfaitement ce genre de Ouais, truc. bien sûr. Et il pouvait pas se rendre sur Paris en même temps, il truc, et moi je connaissais les jeux, attends, je te ramène, donc je l'avais acheté dans un magasin à Paris, ça m'avait coûté 3 fois plus cher, parce que c'était la République, et parce que c'était un jour à l'avance. Mais du coup, voilà, on avait geeké toute la nuit dessus, voilà, ça fait les souvenirs. Mais c'est plus, voilà, c'est, pour le coup, ça rentre dans la sphère de la nostalgie, de tes jeunes, t'as pas trop de soucis, t'as pas trop de L'aventure, tu responsabilités. l'avais plus vécue en allant le chercher en fait que. Un petit peu, d'une certaine manière. Emmerich. Moi, d'emblée, j'ai envie de dire Ocarina of Time en fait, parce que c'est le Zelda, même le jeu qui m'a fait entrer dans le jeu vidéo. Je me suis dit, ouais, on peut faire ça. Et je me rappelle, c'était en 98, avoir allumé le jeu, être ébloui par la cinématique du début. Luminosité beaucoup trop élevée sur par ça. J'ai dû la baisser tout de suite. Waouh, non, c'était génial. Et puis ce délire d'avoir 2 univers, encore une fois, donc le présent et le futur, j'adorais. Mais après, il y a eu Majora's Mask et effectivement, il y avait quelque chose avec Majora's Mask. On parlait au tout début de le fait que le jeu soit vivant. Effectivement, il y avait quelque chose d'assez unique dans Majora's Mask, le fait que chaque personne ait son propre emploi du temps. Il a été vachement sombre, je trouve, comme jeu, même limite bizarre. Oui, c'est ça. Dans 3 jours, Bizarre, le monde est même. foutu et tu fais que revenir. Même les musiques étaient ça me bizarres, c'était super angoissant, mais il y avait ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, et qui était un peu déprimant, mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé. Donc je crois que je préfère Majora's Mask en fait. Il y avait Ocarina of Time pour toute la nouveauté que ça apportait, comme on le disait, au genre jeu ouais, c'est d'aventure. ça, ouais. Mais ouais, Majora's Mask, Moi ce aussi, serait en mon, 3D, je pense que je penche pour Majora's Mask. ouais, mon Zelda du cœur, ce serait Majora's Mask en fait. D'accord. Le Zelda du cœur, ça reste Majora's Mask. Ok, très bien. Moi, comme je dis, c'est Link's Awakening pour à peu près les mêmes raisons que toi. Je dirais juste c'est Link's Awakening DX. Comme ça, on a tous dit un différent, celui sur Game Boy Color. Voilà, on a tous dit un Zelda différent, c'est cool. On est malheureusement déjà à la fin de cette émission. Juste pour finir, il y a un nouveau Zelda qui est annoncé là. C'est The Legend of Zelda pour l'instant. Sur Wii U, je Sur crois. Wii U, Je crois sur actuellement. le site officiel, c'est Ouais, comme ça qu'il l'appelle. tu dis ça parce qu'on pourrait se poser la question avec la NX, c'est ça ou... Non, même Parce pas. que Je c'est- crois, Ah non, je crois oui, que c'est d'accord. vraiment le sur Wii U, c'est marqué comme ça. Ah, le titre, tu veux dire? D'accord, The Legend of Zelda sur Wii U. Ouais. Ok. Titre provisoire. Mais au moins c'est clair. Tu vois, au moins peut-être les jeux vidéo ils seraient plus simples si c'était comme ça de jeux d'action sur PlayStation 4. Ah, c'est celui-là. Donc bon, vous en attendez beaucoup de ce jeu-là? J'imagine que oui, quoi. Enfin, ça reste un nouveau Zelda qui arrive,
qui va peut-être reposer des bases. On a l'impression des envies d'open world, peut-être plus dans la veine de ce qui se fait ailleurs, j'ai l'impression. Ça, c'est clairement annoncé. C'est l'objectif, c'est de pouvoir te balader où tu veux. Sur les extraits qu'ils avaient montrés à l'E3 donc d'il y a 2 ans, tu étais sur une plaine, tu voyais les montagnes au fond, machin et tout. Ils disaient que tu pouvais y aller, machin, tout ça. Et donc oui, c'est clairement l'ambition du jeu. Après, j'espère juste que ils vont pas trop s'inspirer des open world qui se font aujourd'hui, avec des quêtes de remplissage un peu nulles, des trucs un peu de coursier, quoi, des quêtes de coursier un peu nulles et qui vont vraiment proposer quelque chose d'intéressant, quoi. Et c'est sur ça qu'on les attend parce que finalement Nintendo ils savent pas forcément faire les open world, enfin les trucs. Oui, d'accord, ok. Donc forcément j'en attends beaucoup et j'ai un peu peur qu'ils se cassent la gueule, mais en même temps ils ont tellement pris de temps. C'est plutôt rassurant de ce côté. Ouais. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment se donner les moyens de bien le faire et même sur NX, pourquoi pas. Ouais. Donc du coup, est-ce que c'est pas un peu le Zelda qui va devoir remettre la série dans une situation de comment dire, de patron. Ouais, c'est ça, de patron. Parce que là, j'ai l'impression que les 2 derniers, tu vois, Twilight Princess et Skyward Sword, enfin les 2 derniers. C'est un peu comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Des Zelda, ils sont peut-être bons, mais j'ai l'impression que c'est pas le Zelda qui met un peu tout le monde d'accord. Parce qu'ils sont sortis sur des machines aussi. Enfin, c'est c'est infâme. Qui veut jouer à la Wiimote? Personne. Personne. Passer l'argument de tu peux bouger ton épée, non, c'était juste pas pratique. T'as pas envie de jouer comme ça. Là, revenir sur un truc peut-être plus canonique. Après, cette notion d'open world, j'y crois pas du tout. Je sais même pas ce qu'ils veulent dire par ça, parce que derrière le mot d'open world, 2 personnes différentes vont mettre 2 notions très différentes. Ça a toujours été un monde dans lequel tu peux évoluer par les objets, en fait. Et où tu pouvais de base aller un peu où tu voulais, seulement il y a des moments où tu pouvais juste rien faire parce que tu n'avais pas l'objet adéquat. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'ils entendent par open world. Après, c'est vrai que là, ils ont pris le temps. Il faut qu'ils reviennent avec un truc fort. Surtout vu le fiasco, le fiasco, toute proportion gardée, mais en tout cas, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais autour de la Wii U, il faut vraiment que ce soit puissant, quoi. Mais j'ai un peu de mal à y croire malgré tout. Je sais pas pourquoi. Mais pourtant, peut-être parce qu'il y en attend trop, tu vois. Oui. Ah, c'est sur ce doute. On va arrêter une espèce de suspension comme ça. Tu vois, on va se quitter là-dessus. Et tout le monde va être un petit peu, qu'est-ce que je dois penser comme ça, qu'est-ce que je dois faire maintenant de ma vie? Je sais pas, vous pouvez par exemple nous retrouver dans 2 semaines pour le prochain Hebdo JV. Et moi, avant qu'on se quitte, je vous remercie tous d'être là, vous comme d'habitude. Oung, toi un peu moins comme d'habitude. Et toi Sylvain, encore moins comme d'habitude. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et à une prochaine fois, j'espère. Merci à vous de nous avoir suivis surtout. À dans 2 semaines pour un nouvel Hebdo JV.